17 mars 2020, le confinement est décrété en Finistère, conséquence du grand virus planétaire. J'ai aménagé au bout du monde il y a 1 an pour écrire. Ce printemps, si singulier, est l'occasion de me souvenir. Né sous le signe du confinement il y a 53 ans, j'ai rassemblé 60 anecdotes confinées, tantôt romantiques, tantôt volcaniques, aventureuses et malicieuses. Un podcast inédit. Balade confinée. Bonne écoute. Épisode 8. Un amour confiné. Première partie. Jean-Louis S. avait été ensorcelé, je crois. Ma naïveté, mon ignorance et mes bévues semblaient le séduire. Les jours passaient et je mûrissais. Je n'étais plus si hippie. Il n'était plus non plus question de me virer. Dans les relations publiques et presse, dans l'organisation d'événements, j'étais en train de développer un sens de la coordination et de la sociabilité qui allait constituer ma différence, mon atout professionnel pendant de longues années. Ces jours, pendant lesquels Jean-Louis, avec une infinie patience, sous ses dehors bourrus et provocateurs, m'expliquait à peu près tout, nous rapprochaient. Nous formions un sacré binôme, dont tout le monde à l'agence, les sponsors, les joueurs, les golfs, louait le professionnalisme, un modèle parfait. L'équipe qui gagne. Ça a duré 4 ans, jusqu'à cette finale de la Carlton Golf Cup à Cannes. Depuis peu, Promogolf Côte d'Azur, une émanation de Promogolf Paris, était dirigée par Philippe L. La Carlton Golf Cup, son tournoi phare, était encore organisée conjointement par l'antenne de Paris et celle de Cannes, qui prenait son envol. J'étais partie en repérage pour coordonner l'événement. Là-bas, j'avais fait la connaissance de Philippe, notre interlocuteur cannois, un type franc, sympathique, généreux, qui semblait avoir été catapulté dans ce monde au sein duquel il n'était pas tellement armé. Il doutait beaucoup. Je le trouvais touchant. Il avait une haute idée de la fidélité, de l'amitié, du respect et de la confiance. Sous ses airs flegmatiques, il se montrait rassurant et compétent, responsable. Il cherchait une assistante. L'antenne locale grossissait et s'affranchissait peu à peu de Paris. Outre les tournois de golf dans la région, l'agence publiait un magazine réputé en Côte d'Azur. J'étais hébergée au prestigieux hôtel Carlton Intercontinental. J'avais accès à la plage, à la piscine, à la salle de sport, bref, à tous les services de l'hôtel. Je profitais de chaque seconde avec une allégresse princière non feinte. Je me sentais terriblement à ma place. C'est moins le luxe et cette vie ébouriffante et hors du commun qui me convenaient, que le fait d'exister au bord de la mer, au cœur d'une petite commune à taille humaine. Je souffrais trop à Paris, où j'avais toujours l'impression d'être piétinée et de me noyer. Si mon père avait été muté à Paris, c'était par défaut. La vérité, c'est que nous devions partir à Tahiti. Ma mère avait vendu beaucoup de vaisselle, nos habits, des meubles et préparé cette nouvelle vie en conséquence. Le déménagement était prêt et nous nous étions accordés avec ce voyage et papé était. La seule chose dont je me souviens de ce moment transitoire décevant, c'est ma petite robe bleu marine à dos nu, brodée de cerises rouges, la culotte volantée et les sabots assortis. Je me souviens aussi des sabots de ma mère, en peau de chèvre, sur lesquels nos poussins, notre petite basse-cour en vérité, notre petite basse-cour toulonnaise, composée de poussins, de poissons rouges, de hamsters, de tortues de mer et de terre, venaient picorer ou se poser, s'assoupir. À l'époque, je dansais et je rêvais bien sûr de devenir étoile, de frôler la voûte céleste. J'étais souple et agile, gracieuse et légère, je m'envolais. Ma prof de danse avait proposé que je répète un ballet d'entrée à l'Opéra de danse de Toulon. Ce n'est pas moi qui avait été prise, mais Irène, dont le père venait justement de revenir de Papeete. J'en avais voulu au monde entier, et en premier lieu à mes parents, que j'accusais d'avoir entravé mon rêve. Il n'y était pour rien.
je n'étais pas la meilleure danseuse. Des années plus tard, nous habitions Paris. Plutôt que Papeete, je vais y revenir, maudite circonvolution de l'esprit embouillanté et bouillanté par l'écriture. Et je dansais toujours. Lors d'un gala, salle Pleyel, salle Pleyel. Parmi mes plus merveilleux souvenirs, je garde encore l'odeur mythique du parquet, les vestiaires en bois, et j'ai toujours mon tutulon en tulle, bleu ciel et mes pointes. J'étais entrée sur scène avec ma tenue de répétition que je portais dans les coulisses. Oh, j'étais tellement étourdie. J'avais ôté mon cache-cœur in extremis et dans mes pointes, mes chaussettes recouvraient mes jambes jusqu'à mi-mollet. D'où j'étais, depuis la scène, je savais que ma mère dans la salle était en train de se liquéfier. Ma mère, redoutable spectatrice de spectacles vivants. Avant de quitter Toulon, j'avais été convoquée pour un concours de piano. Je jouais du Magdalena Bach. Cela devait peut-être déterminer mon destin de femme artistique et battante, femme de culture et de communication. Je ne dirais pas féministe et certainement pas militante. En revanche, j'essaierai toujours, et peut-être depuis ce moment précis, jouant une compositrice féminine dont le nom n'était associé qu'au seul et virtuose Jean-Baptiste, de compter sur moi et mes compétences, plus que sur une égalité utopique et obscure qui dévoie les relations entre les hommes et les femmes, dogme liberticide et injuste. Ce jour-là, j'étais fiévreuse et je toussais. Fragile, je m'y étais néanmoins rendue. J'avais reçu les félicitations et un prix d'honneur que j'ai conservé. Depuis la scène, j'entendais ma mère. « Ah, c'est ma fille, regardez, c'est ma fille, oh mon Dieu, pourvu qu'elle ne se trompe pas. Ah, j'ai chaud. » Et je l'imaginais donner des coups de coude aux voisins. Bien des fois, par la suite, son angoisse deviendra mon angoisse sur scène, au point parfois d'en oublier totalement la partition, incapable de jouer les notes. L'un de mes pires cauchemars encore aujourd'hui, c'est quand mes parents me demandent de jouer quelque chose devant les amis au piano. Il me reste de ce temps-là le disque qui avait été enregistré à un 45 tours, que j'ai depuis encadré, et qui me rappelle que ce n'était ni grâce à la danse, ni grâce au piano que j'allais réussir à m'exprimer, mais grâce à la lecture et à l'écriture. Ce que le grand confinement me certifie aujourd'hui. Revenons à la mutation de papa à Tahiti. La veille du déménagement, papa avait été averti qu'un autre ingénieur avait pris sa place et que, en conséquence, notre famille était mutée à Paris. Peut-être est-ce plutôt cela qui est à l'origine de ma détestation de Paris. La capitale où non, il ne fait pas si bon vivre, qui rend claustrophobe, nerveux et impatient. Bien que, et cela je ne peux pas le nier, la ville, son architecture et son histoire grandiose éveillent et émerveillent. Bien que, à l'adolescence, y sortir dans les endroits branchés et plus tard courir les expositions ont beaucoup contribué à mon émancipation. À Paris donc, je n'étais pas à ma place, et j'avais signé une sorte de lettre de démission, dès que j'y avais posé au sol le premier orteil. Cette lettre, je l'ai conservée, jusqu'il y a peu de temps, quand j'ai enfin pris la décision de venir m'installer dans ce port de pêche de l'extrême pointe occidentale. Et c'est d'ici confiné, au premier numéro de la dernière rue du bout du monde, que je me remémore ces souvenirs avec nostalgie et tendresse. À Cannes, Jean-Louis était arrivé 1 ou 2 jours après moi. Il avait pris possession de sa chambre, dans laquelle il ne mettrait pas les pieds, comme à chaque tournoi que l'on organisait ensemble. Il me rejoindrait dans la mienne. Notre liaison était désormais un secret de polichinelle. Pour autant, on continuait de se cacher. Après avoir déposé sa valise dans la chambre, il m'avait retrouvé pour déjeuner dans le jardin d'hiver art déco du palace. « Putain, cette chambre, c'est un placard. Il se moque de moi, pestait-il, effareur sur le nez, mocassin qui résonnait sur le marbre. Et on va encore se taper un croque-monsieur même pas cuit à 50 balles. L'après-midi, nous devions la consacrer à vérifier l'organisation du tournoi, ensemble. Retrouver Philippe, inspecter les parcours, l'aménagement des clubhouse,
les parkings, la bonne réception des lots et des récompenses, les bijoux à exposer dans leurs vitrines sécurisées, l'accueil dans les hôtels, les traiteurs, les dîners, les cocktails. Jean-Louis s'était assis tout en maugréant, sans me regarder, et avait prononcé très vite. « Elsa, faut que je te dise, je me marie. »« Quoi ?»« Je vais me marier. »« Mais avec qui ? Tu la connais pas. »« Mais je répétais bêtement, le regard ahuri. « Depuis quand ? Quand ? C'est qui ?» Je la connais depuis l'école. Elle a été mariée, divorcée, comme moi. Nous nous sommes revus il y a quelques semaines à Dove. Pardon ? Oui, je me marie le 6 décembre. Le jour de ton anniversaire ? Mais c'est pas un peu précipité ? Elle est enceinte, non ? Oui, mais ça n'a rien à voir. Je le voulais aussi. Et puis, de toute façon, il avait enlevé ses lunettes, m'avait regardé soudain, beaucoup plus agité. Avec toi, on ne sait jamais rien. Tu ne dis rien. Qui tu es, ce que tu veux, c'est pas possible de se projeter. C'est pas possible de continuer comme ça. Parfois, j'ai l'impression que je ne te connais pas. La claque. Nous ne nous étions pas promis fidélité, bien sûr, ni aucune sorte d'engagement. Jean-Louis aimait séduire, je ne l'ignorais pas. Il avait son harem, bien avant que l'on se rencontre. Guylaine B, Patricia D, Charlotte J et bien d'autres. Il aimait les loots. Il racontait volontiers que Linda Evangelista, Naomi Campbell ou Cindy Crawford l'avaient encore appelé pour un dîner. Il s'inventait tant et tant d'histoires dont il était le héros chaque jour. Cela a mené de la fantaisie, beaucoup de fantaisie. Mais enfin, de là à se marier si soudainement, de là à devenir père. Nous avons déjeuné comme si de rien n'était, et nous avons bossé, tout préparé, au cordeau. Je me rappelle que la machine qui éditait les cartes de score avait dératé. On avait essayé encore, recommencé. Jean-Louis s'agaçait, je tentais encore et encore jusqu'à ce que ça fonctionne. L'atmosphère devenait pesante. Si pesante que l'après-midi, je proposais à Philippe de le rejoindre à Cannes. Il avait bien exprimé son souhait de trouver une collaboratrice, n'est-ce pas ? Eh bien, ce serait moi. « Mais tu ne connais pas Cannes ?» avait-il rétorqué, éberlué. « Je connais notre métier, Philippe. Cannes, je découvrirai sur place. » J'avais répondu, résolu. Et puis, j'étais née dans le Var. J'étais à moitié méridionale. Après tout, Cannes, c'était rien d'autre qu'une commune composée de rues et d'immeubles de bureaux, de villas, le soleil et la Méditerranée en prime, et bien sûr, le festival du cinéma, qui, s'il paraissait dédié à quelques élus à travers un écran de télévision, se révélerait un événement parmi d'autres, lorsque j'aurai l'occasion de monter les marches du palais, le fameux tapis rouge sous les flashs. Il me restait à convaincre Philippe, mais aussi Jean-Louis et mes parents. Je ne doutais pas une minute. Balade confinée est une création originale de Isabelle Kevorkian, musique et arrangement par Emmanuel Dupuis.